Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a pris part donc à l'investiture du président Paul Kagame au Rwanda. Et lancement de la 5e édition du tournoi du corridor de Yoboki. C'était donc les titres. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part donc hier, vendredi, à la cérémonie d'investiture de son homologue réélu de Rwanda, Paul Kagame. Plusieurs étapes ont constitué les moments forts de cet événement qui a eu lieu au stade national Amahoro de Kigali, où le président réélu y a prêté serment. Et c'est la troupe d'honneur de la garde républicaine rwandaise qui a ouvert le défilé, entonnant ainsi l'hymne national. Elle fut suivie par des troupes distinctes issues de tous les corps armés et de sécurité du Rwanda, dans les forces armées, la gendarmerie et la police. Ce qui astreint donc les autorités de ce pays à installer des écrans géants tout autour du site afin que ceux qui n'ont pu avoir de place à l'intérieur du stade puissent suivre la cérémonie en direct depuis l'extérieur. La participation massive des Rwandais à l'investiture de leur président réélu est loin d'être fortuite. Elle a valeur donc de manifestation publique et collective à travers laquelle le peuple souverain du Rwanda entend afficher son soutien plein et entier à son leader charismatique. Il est vrai donc que sous l'égide du président Kagame, le Rwanda a rompu avec les tensions interethnique qui avait toujours jalonné son histoire et dont le génocide de 1994 reste le pic tristement célèbre. Aujourd'hui, le Rwanda arbore sa destinée commune sous le signe de l'unité et de la solidarité nationale. Le pays est sorti aussi du gouffre économique qui le caractérisait autrefois et est même cité de nos jours en modèle de développement en Afrique. Pays non doté de richesses énergétiques, le Rwanda sous le conduite du président Kagame, tôt compris surtout la nécessité d'appréhender son développement à travers la promotion du tertiaire, notamment les technologies de l'information et de la communication. Et pays enclavé, le Rwanda forme enfin le vœu légitime d'accroître ses échanges économiques avec le reste du monde à travers les infrastructures, notamment les ports hautement performants de Djibouti. La participation du président djiboutien à la cérémonie d'investiture de son homologue réélu du Rwanda atteste de la vitalité des relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays et les deux peuples. Il est à rappeler que sous l'impulsion conjointe de leurs deux leaders, la République de Djibouti et le Rwanda ont depuis plusieurs années amorcé un processus visant à accroître leur niveau d'échange et de collaboration. Les visites officielles que chacun des deux dirigeants effectue dans le pays respectif de l'autre s'inscrivent donc dans le cadre de ce rapprochement diplomatique, politique et économique entre les deux nations, objet déjà d'une série d'accords et de partenariats stratégiques. Et durant cette cérémonie, le président Kagame a prononcé un important discours d'investiture devant ses compatriotes et tous les gens invités à la cérémonie, dont le président Ismaël Omar Guelleh et une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement africains. Le président rwandais a d'emblée remercié donc l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement pour leur présence qui marque la solidarité avec le peuple rwandais pour leur engagement de progresser. Le président Kagame s'est engagé donc à continuer à faire de son mieux pour répondre aux attentes des Rwandais. Le président Kagame donc a déclaré que la cohésion accrue donc des Rwandais et leur détermination à façonner leur avenir avait conduit les Rwandais à évaluer les intérêts nationaux avant tout, et cela a été évident dans leur vote pour l'unité et la réconciliation et la transformation socio-économique. Le président rwandais donc a rejeté les accusations de critique habituelles du Rwanda et a déclaré que les Rwandais poursuivraient leur volonté d'autodétermination, peu importe. Il a dit que cela ne devrait pas empêcher le leadership du pays de se regarder sans cesse de façon critique et de continuer à responsabiliser les citoyens et à offrir efficacement. Le président Kagame a déclaré que les Rwandais s'étaient beaucoup regroupés jusqu'à présent et ont promis de faire encore plus pour garantir la sécurité alimentaire, l'éducation, la santé et de qualité, augmentation du commerce et de l'investissement, l'infrastructure moderne répondant aux besoins directs des citoyens, participation économique et politique des Rwandais, renforcement
de l'autonomisation des femmes et des filles et l'équipement des Rwandais avec les compétences nécessaires pour réussir dans un monde compétitif. Il a enfin déclaré que le Rwanda continuerait d'avancer dans l'intégration régionale et de travailler pour une intégration plus large de notre continent. Retour à Djibouti à présent, 5e édition du tournoi de corridor à Yoboki. Le village de Yoboki a abrité donc du 17 au 18 août dernier la 5e édition du tournoi du corridor auquel ont participé 7 équipes représentatives de 7 localités riveraines du corridor international de Djibouti, à savoir Wea, Mouloud, Dikil, Galamo, Gourabous, Yoboki et Galafi. Cet événement périodique est organisé donc par l'association pour le développement et la solidarité sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, représente le rendez-vous annuel des jeunes issus des villes et localités riveraines du corridor international de Djibouti. Et comme à l'accoutumée, les participants ont disputé donc les compétitions sportives telles que football et cross, mais aussi des jeux traditionnels comme la lutte et le jeu de balle appelé Korsu. Cette fête du sort a vu la participation de nombreuses hautes personnalités, à l'instar de 2 membres du gouvernement, à savoir le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, et le ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, des hauts cadres du secrétariat à la jeunesse et au sport, des parlementaires, l'adjoint du préfet de Dikil ainsi que le sous-préfet de Yoboki, le président de l'association, Mohamed Hassan Gadito, qui a souligné à cette occasion que l'objectif de cette initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion du sport national et la lutte contre la délinquance juvénile. Il a ajouté qu'en marge des activités sportives, l'association a mené une sensibilisation auprès des habitants riverains du corridor et en particulier des jeunes sur l'importance et l'utilité que présente le corridor international de Djibouti pour notre pays. Donc, il y a également côté des 2 frontières aussi. Ça ne s'arrête pas au football. Il y a la lutte traditionnelle. Il y a il y a le sport, donc, il y a également côté des 2 frontières aussi. Ça ne s'arrête pas au football, il y a la lutte traditionnelle. Il y a il y a le sport, donc, il y a également côté des 2 frontières aussi. Ça ne s'arrête pas. Et pour sa part, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, a félicité l'association initiatrice de ce programme qui, a-t-il indiqué, contribue à favoriser le dialogue et l'échange entre les jeunes de différentes localités du pays, à tisser des liens d'amitié entre eux. Il a également mis en exergue l'importance d'introduire les jeux traditionnels dans le programme des compétitions sportives afin de préserver le patrimoine culturel national. Le ministre a enfin appelé les habitants des localités situées donc au long du corridor à tirer le meilleur profit de cette opportunité en les exhortant à rendre leurs localités un lieu d'escale où les voyageurs et les chauffeurs de camions sont bien accueillis et en nouant des relations commerciales avec eux. Et dans le dossier de cette édition, nous nous pencherons aujourd'hui sur le projet transfrontalier d'eau potable reliant l'Éthiopie à Djibouti. Le chef de l'État a lancé, rappelons-le, en juin dernier, la mise en service de ce projet pour faire face à la pénurie d'eau. Un magazine de la rédaction et un commentaire de Ali Abdillahi. Localité de Koulan à Hatagala. Le chef de l'État, Ismaël Marguilé, a inauguré en grand pompe le 19 juin dernier à Ali Sabié la mise en service effective du projet transfrontalier d'eau potable Djibouti-Éthiopie. La région d'Ali Sabié a été la première à bénéficier des premières gouttes d'eau en provenance de la localité de Koulan à Hatagala. Moins d'1 mois après Assadjog, la capitale a été à l'honneur, notamment la commune de Balbala, qui reçoit actuellement un volume de 20 000 m3 d'eau pour atténuer les pénuries d'eau qui frappent les quartiers populaires de la commune de Balbala. Ainsi, des quartiers comme Barwako, Warabali, Hodan et PK12 reçoivent l'eau courante abondamment ces derniers jours. Cette eau n'est autre que celle qui nous provient d'Éthiopie, comme nous l'expliquent ses responsables de l'ONEAD. La commune de Balbala a été la première à être servie dans la capitale. En effet, 4 stations de pompage installées à PK53 sont à la disposition pour répondre aux besoins en eau de la population vivante dans la capitale.
Aujourd'hui, un volume de 20 000 mètres cubes d'eau est distribué au quartier de la commune de Balbala qui était touché par le manque d'eau et c'est chose faite. Depuis maintenant un mois, l'eau coule sans arrêt dans ces quartiers populaires de Balbala. Fini les pénuries d'eau en période d'été, fini le stress hydrique. Les habitants de ces quartiers bénéficient de la concrétisation de ce projet phare du gouvernement pour éradiquer la soif. Salam alaikum, nous sommes à Ramadan. Je voulais vous dire que dans notre maison maintenant il y a de l'eau. L'eau fonctionne, c'est de l'eau qui vient d'Éthiopie, c'est un grand projet du président IOG. Voilà, on a de l'eau, alhamdulillah, ça fonctionne. Maintenant à midi, je me lave le visage. Comme avant je faisais pas ça. Merci, voilà, je voulais vraiment remercier le président de la République. Voilà. Avant 2 semaines, on n'aura même pas pensé à se laver sous la douche. Maintenant, la douche fonctionne. Le directeur général de l'ONEAD, l'Office national des eaux de l'assainissement de Djibouti, Mohamed Fouad, s'est dit satisfait de voir se concrétiser une volonté politique commune de 2 pays et qu'une eau de qualité soit disponible à Djibouti en quantité suffisante. Après, à l'Essabié, on a également commencé à exploiter les eaux de l'Éthiopie vers Djibouti pour alimenter en partie, donc ce n'est qu'une partie qui est là actuellement, qui permet à Balbala de passer l'été de manière tranquille et avec une eau de bonne qualité en quantité suffisante. Bien sûr, ça fait très plaisir d'avoir nos concitoyens et donc nos abonnés dans des quartiers considérés comme très mal alimentés depuis un moment ou avec de l'eau de qualité moyenne, on va dire. Cette fois, nous sommes bien sûr très contents, on ne peut qu'être très contents. Et ce n'est encore qu'une partie. Actuellement, c'est 10% uniquement de la production qui est là. C'est-à-dire que 90% encore, une fois que l'électricité sera opérationnelle en Éthiopie, la quantité d'eau sera encore plus importante que ça. C'est d'une eau de bonne qualité et en quantité suffisante. Ce qui fait que, actuellement, on a limité ça à Balbala pour pouvoir, en fait, pour des raisons techniques, scinder les réseaux de Djibouti-Ville et de Balbala. Mais d'ici quelques temps également, la ville de Djibouti sera alimentée par la même qualité d'eau. Et une fois même Djibouti alimenté, il restera quand même pas mal d'eau. Mais il faut savoir qu'il y a aussi les industries, les ports et des grosses infrastructures qui seront alimentées. Une réalité sans équivoque, comme nous démontrent ces images des habitants de ce quartier qui utilisent à plein temps l'eau du robinet sans interruption pour leurs besoins domestiques. Autrefois, avoir de l'eau courante dans les toilettes était chose inexistante, mais aujourd'hui, l'eau coule à flot 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Reste à attendre les premières gouttes d'eau dans les autres communes de la capitale, notamment Razdika et Boulaous. Et concernant le pèlerinage de cette année 2017, si l'année dernière l'objectif était de diminuer les frais de pèlerinage, cette année le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf s'est consacré sur les conditions de pèlerinage pour les pèlerins djiboutiens, plus précisément dans le transport des pèlerins grâce aux nouvelles mesures mises en place. Des pèlerins djiboutiens accomplissent le Hajj dans les meilleures conditions. Et rappelons que dans les années précédentes, les bus dans les États non conformes étaient mis à la disposition des pèlerins djiboutiens. Du coup, vu le nombre très insuffisant, ils faisaient donc de nombreux voyages. Il arrivait parfois que certains se désistaient d'attendre le retour du bus, faisant le voyage par leurs propres moyens. Fini donc les longues heures d'attente ou les conditions indécentes. Cette année, 25 nouveaux bus VIP de modèle 2017 avec tous les conforts possibles, sièges confortables, climatisation, réfrigérateurs, toilettes et prises électriques pour chacun des sièges, transportent nos pèlerins entre Médine et Makka, la Mecque. À leur arrivée à bord des bus à la Mecque, les pèlerins sont accueillis donc et pris en charge par le comité djiboutien du pèlerinage. Et sur place, notre équipe a également recueilli pour nous les réactions de quelques pèlerins djiboutiens. Nous les écoutons. Le véhicule qui nous a ramenés ici, c'était un véhicule vraiment propre, climatisé. Et nous n'avons pas senti un peu le trajet grâce et voilà, aujourd'hui nous sommes bien accueillis, voilà, chacun à sa chambre. Et dans 2 heures, Inch'Allah, nous irons faire notre umrah. Voilà. Je vous remercie et je remercie aussi tous les gens qui ont travaillé pour cet accueil. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Direction Tadjoura à présent dans la région où les associations sont nombreuses, mais l'association des femmes engagées dans la protection de l'environnement est très active dans les activités notamment de développement. Créée il y a 5 ans et présidée par Madina Salah, elle a mené plusieurs activités dans l'amélioration de l'image de la ville blanche et le soutien aux familles nomades vulnérables dans les régions reculées de Balhou à la frontière éthiopienne. Cette association bénéficie donc du soutien de la population de Tadjoura et notamment des femmes leaders de Tadjoura. Chaque semaine, des actions communautaires sont organisées dans chaque quartier au bord de la mer avec la participation des habitants, jeunes et femmes pour améliorer l'environnement de la ville blanche. L'association a aussi impliqué les forces américaines dans ces activités qui participent donc aux activités communautaires comme la propreté ou la coupe de l'arbre du prosopis qui prolifère dangereusement. Outre Tadjoura, la dynamique association des femmes engagées dans la protection de l'environnement est aussi très active dans les régions reculées à la frontière de l'Éthiopie où elle a distribué des vivres et des habits pour les familles démunies de Balhou en présence des élus locaux. La population de la ville de Tadjoura et les familles nomades de Balhou ont remercié l'association des femmes de Tadjoura pour toutes ses actions en faveur de l'amélioration des conditions de vie de la population de la région de Tadjoura. Chaque comité de quartier s'occupe des ordures de ramassage ménageurs et régulièrement, jeunes ou moins jeunes, nous organisons des journées de sensibilisation, de nettoyage de quartier et surtout de notre plage Tadjoura. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Attentat en Espagne, l'enquête avance. L'enquête sur les 2 attentats qui ont fait 14 morts en Catalogne progresse à grands pas dans une Espagne en deuil avec la mise en jour d'une cellule d'une 12aine de personnes passées à l'acte précipitamment après l'échec d'un premier plan encore plus meurtrier. Cette cellule pourrait avoir été impliquée dans les attaques menées avec des voitures lancées contre des foules de vacanciers et promeneurs à Barcelone, puis à Cambrils, plus au sud, a expliqué hier soir le porte-parole de la police régionale. Sur cette 12aine de suspects, 4 ont été arrêtés donc jeudi et vendredi et 1 est toujours en fuite. L'identité de l'homme et sa photo avaient été donc diffusées. Il s'agit de Younes Abou Yaroub, un Marocain de 22 ans. 5 autres ont été abattus dans la nuit de jeudi à vendredi à Cambrils alors qu'ils menaient l'attaque. Parmi les assaillants tués figurent 3 jeunes Marocains vivant depuis leur enfance en Espagne, Moussa Oukabir, Saïd Allah et Mohamed Hichami, respectivement âgés de 17, 18 et 24 ans, et tout habitant de Ripoll, une ville de quelques 10 000 habitants non loin des Pyrénées. Alors que 17 blessés luttaient contre la vie et la mort hier, l'Espagne endeuillée tentait de se réapproprier les Ramblas, la grande avenue qui mène les Barcelonais jusqu'à la mer, désormais parsemée d'hôtels en mémoire des victimes d'au moins 35 nationalités. Et enfin, en Algérie, le gouvernement a été remanié. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a légèrement remanié jeudi donc le gouvernement, remerciant les ministres de l'Industrie, du Commerce et de l'Habitat, 48 heures après le remplacement de son Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, limogé après 3 mois seulement à son poste. Les 24 autres ministres ont été reconduits dans l'équipe désormais dirigée par Ahmed Ouhaïa, nommé mardi à la tête du gouvernement. Cette actualité commentée avec l'analyste politique algérien Laïd Zaglami. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, nous retrouvons le focus dans quelques instants. على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Merci de nous rejoindre pour ce focus avec Ali Abdillahi. Bonjour Ali. Bonjour Ahmad. Donc Donald Trump en quête d'une stratégie pour l'Afghanistan. Eh bien donc il faudrait le savoir, l'Afghanistan c'est la plus longue guerre des États-Unis. Donald Trump a indiqué vendredi de trouver donc une stratégie pour l'Afghanistan et de trancher ainsi entre les partisans d'un effort militaire accru dans la plus longue guerre des États-Unis et ceux qui suggèrent de passer le bourbier afghan par perte et profit. Ahmad. Le président américain est arrivé en milieu de journée à Camp David, résidence présidentielle chargée d'histoire, située à une centaine de kilomètres au nord du Washington, où il a trouvé donc son équipe de sécurité nationale. En fin d'après-midi, la Maison Blanche a fait savoir par sa porte-parole Sarah Sanders qu'aucune décision n'avait encore été prise. Ces déclarations sur le drame de Charlottesville, où une jeune femme a été tuée par un sympathisant néo-nazi, ont été perçues par beaucoup comme une critique très moelle de crépuscule suprémaciste blanc et ont provoqué ainsi une vague d'indignation jusqu'à dans son propre camp. Le nouveau secrétaire général de la Maison Blanche, John Kelly, général à la retraite du Marines, sera donc un autre acteur central des débats. Il a perdu un fils de 29 ans en Afghanistan dans la province de Helmand au sud du pays. C'était donc en 2010. Et toujours aux États-Unis, les Américains qui attendent leur première éclipse totale en 99 ans. Allez. 99 ans, c'est pas une date très courte, agitée par la passion d'astronomes amateurs. Les espoirs des scientifiques et l'explosion des prix des chambres d'hôtel, les États-Unis attendent pour la première fois donc une éclipse solaire totale depuis près d'un siècle, 99 ans pour être exact, et projettera son ombre sur des millions d'habitants d'ouest en est. Ce sera donc demain.
Mariage planifié pour coïncider avec le grand moment, fête en terrasse, expédition en canoë et même le célébrissime tube Total Eclipse of the Earth, chanté en direct par le Britannique Bonnie Tyler. Les réjouissances prévues pour celle qui a déjà donc surnommé la grande éclipse américaine sont nombreuses. L'éclipse totale, lorsque la lune bloque complètement la lumière du soleil, sera visible sur une trajectoire de 113 km de large, passant par 14 des 50 États américains. Une éclipse partielle débutera sur la côte nord-ouest des États-Unis à peu près donc 16h heure GMT. Elle sera demain. Elle deviendra totale en passant au-dessus de la côte de l'Oregon à 17h16 GMT, puis suivra donc une trajectoire diagonale jusqu'à se terminer à 18h48 GMT en Caroline du Sud sur la côte atlantique dans le sud-est du pays. En attendant donc cette éclipse sera demain. Merci Ali pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, le programme continue. Excellent week-end sur Télé Djibouti.